ce soir, on est un peu radical. Mais on veut la vérité, rien que la vérité. Il faut regarder, il faut voir, il faut être curieux, il faut être prêt à remettre en question des conditionnements très très lourds. Je ne sais pas si j'avais déjà parlé de ça, mais il y a un film qui m'avait beaucoup touché, qui s'appelait Le 12e homme, de Sidney Lumet, un auteur américain. C'est un film noir et blanc, magnifique, fin des années 50. C'est l'histoire de 12 jurés qui ont été convoqués, comme ça peut nous arriver, nous citoyens, hein, pour un procès en assise aux États-Unis. Il y a un jeune black donc, qui est tenu pour responsable d'un meurtre et donc il risque la peine de mort et ils doivent tous se mettre d'accord. Donc vous savez comment ça se passe souvent aux États-Unis, enfin comment ça s'est passé pendant longtemps, surtout quand on est noir, ça va assez vite hein, dans certains États. Et donc il y a des espèces de preuves comme ça, apparentes, un peu comme le serpent dans la corde, quoi, hein, on dirait un serpent, quoi. Ils ne sont pas vérifiés, quoi, mais bon. Grosso modo, quoi, et puis tout le monde, ils ont envie de rentrer dans leur famille, ils ont été convoqués d'ailleurs, ils n'ont pas envie de passer un peu plus de temps que ça à l'hôtel. Et donc, ils sont... Il y en a 11 sur 12 qui votent pour sa mort. Et il y en a un qui résiste, qui n'est pas sûr. Et tout le film, c'est comment il va réussir à convaincre des gars dont certains, on aurait pu penser qu'ils avaient participé aux fêtes des flambeaux du Ku Klux Klan. Et il va réussir à les persuader en les invitant à regarder vraiment une par une les apparentes preuves. Et c'est ce qu'on fait ici en Satsang. On regarde, on est là, et à la fin, il est innocenté. Et là, ils ont reconnu, voilà, il y avait quelque chose en chacun de ces hommes, même certains qui avaient des grands préjugés racistes, comme nous, on a des préjugés aussi, racistes ou autres, ou de supériorité, ou d'infériorité, de comparaison. Vous voyez ? On a des préjugés, il faut les remettre en question. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. Oui, Michel ? Oui, en fait, ce que tu dis à l'instant, c'est sa méthode. Il commence par faire douter les gens de leur propre certitude, comme Socrate. C'est ça. Et ensuite, il leur dit bien, si on ne sait rien, regardons ce qui est véritablement. C'est ce qui fait la beauté de ce film. Henri Fonda, palanqué de grands acteurs. Et malheureusement, je n'étais pas né, donc je ne peux pas plus jouer dedans. Mais bon, c'est une opération. Mais ça se rejoue, hein, toutes les époques. Ça se rejoue. Il y a eu un remake. Ouais, mais bon. Alors, on va mettre un petit peu d'humour. Non, on peut parler des préjugés, puisqu'on en a tous. C'est ça nos valises. Au moment où on va accepter de douter que je défends la vérité, quand je te dis que je veux dire la vérité, je ne peux pas te la dire. Et le sac que je trimballe, il est rempli de fausseté. Donc, à un moment donné, quand Dan me dit « Michel, sois raisonnable, arrête d'affirmer au monde que tu es un numéro 1, tu es un melon d'or, et pourtant j'y tiens », eh bien, elle dit « t'es pas sûr que tu es le meilleur ». Et je ne vais pas faire une blague main, mais bon. Donc, quand au moment où on va remettre en question nos certitudes, on va peut-être commencer à pouvoir sentir le parfum d'éternel ou des choses là. Et je sais de quoi je parle. Moi, j'ai une certitude. Mais non. Maintenant, j'use mes certitudes avec une vieille râpe d'amour et de musique. Et puis, ces soirs où on est là, eh bien, on n'est plus aussi sûr de la réalité qu'on expérimente. Oui. Je vous invite à cette audace, de remettre en question ce qui semble évident. Et c'est vrai, Michel nous parle de Socrate, et que faisait Socrate finalement, hein ? Sa mère était une
une sage femme qui accouchait les petits bébés. Et lui, sa méthode, on l'a appelée la maïeutique. Hein, c'était donc l'accoucheur. Hein, c'est une méthode d'accouchement de l'esprit. Et effectivement, dans ces dialogues, il amenait les gens à douter, hein, de leurs convictions pour ouvrir sur le non-savoir. Quand on ne sait pas, tout d'un coup, toute l'énergie qui était déployée vers les pensées, vers le monde, tout mon savoir, ma prétention à savoir, au moment où je ne sais rien, où je ne sais pas, il y a une détente. La flèche de l'attention, enfin l'élastique de l'attention qui est toujours tendu vers plein de savoirs à défendre, là, de tous les côtés, elle se relâche. Ça, c'est l'outil indispensable pour le chercheur spirituel non duel. Donc ça se tend vers tout le temps, on est tout le temps tendu vers le futur, le passé, l'avenir, le présent, toujours, et je veux ci, et je veux ça, et si seulement, et blabla. À un moment donné, il va falloir que cette attention, qui est souvent confondue avec la conscience elle-même, se détende. Il faut qu'elle se relâche. Qu'elle se relâche dans sa propre source. Oui. Parce que attention, c'est deux mots latins, ad vers, tendere, s'étendre, hein, ou tendre. Hein. Donc, il faut que j'arrête de me tendre, quoi. Cool. Ouais. En fait, je sais rien, en fait. Je donne des 700, mais enfin, je ne donne rien. Je n'ai ni ceci, cela. Vous voyez le langage, comment il s'associe. Dan donne des 700, mais je ne sais rien. Le satsang lui-même, et nous tous là, nous apparaissons au sein de cette conscience, vous voyez, apparaît. Vous ne savez pas quelle va être votre prochaine pensée, et moi je ne sais pas quelle va être ma prochaine parole. Je n'ai pas de script ici. Hein. Je n'ai pas répété. À l'opéra, je répète. Ce matin, on répétait les contes d'Hoffmann. Et justement, Hoffmann est un personnage très torturé. Et il nous dit, à raison, depuis sa perspective, la vie est courte, il faut l'égayer en chemin. C'est vrai, dans une certaine mesure. Mais quand on dit qu'il faut profiter du moment présent, comme on dit déjà en Carpe diem. Carpe diem, c'est très mal interprété. C'est pas je veux accumuler les expériences. Et je pense que c'est ainsi que l'entend un petit peu Hoffmann, le héros un peu désenchanté, désabusé de cet opéra un peu tragique. Très beau, très bel opéra. Très beau. Non, Carpe diem, profondément, c'est redécouvrir la présence. Parce que quand vous redécouvrez que vous êtes cette présence, cet omniprésent maintenant, eh bien toute expérience devient savoureuse. On n'a pas besoin d'une expérience particulière. Alors, voilà, si vous avez envie de partager, s'il y a encore un mais quelque part, comme le disait fort justement mon ami Mamet qui est là, le diable se cache dans le mais.
qui vient de l'absence. Qui ce rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être